L'un des axes forts du projet, c'est la question du deuil institutionnalisé. Ce n'est pas nouveau de faire observer la minute de silence à des élèves et finalement qu'ils participent à la prise en charge d'un deuil en honorant des victimes. L'école de la République l'a fait pendant la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres, sur des choses très pratiques, d'entretien des tombes, évidemment des commémorations, donc à partir de 1921 avec le 11 novembre. On peut voir ça aussi dans l'après 45, par exemple, pour rendre hommage à Guy Môquet. C'est encore le cas aussi dans un certain nombre de situations à partir des années 90 dans le cadre des voyages scolaires à Auschwitz, où vous avez une minute de silence qui est demandée à être respectée par le témoin, par l'enseignant, pour les élèves, qui doivent aussi quelque part prendre en charge le deuil, les modalités pratiques de la minute de silence. Dans certains établissements, les chefs d'établissement ont privilégié la minute de silence dans les classes, parce que l'effet d'attroupement, effectivement, pouvait créer des soucis ou des problèmes. Donc là, les manifestations du deuil par les élèves, évidemment que ce ne sont pas eux qui se sont rassemblés d'eux-mêmes, mais ils ont eux-mêmes écrit « Je suis Charlie », brandi un stylo, et là, pour le coup, d'eux-mêmes. Dans ce rassemblement-là qu'on voit visuellement, une Marseillaise a commencé de la part des élèves, et qui a surpris les enseignants. La semaine d'après, donc on est à partir du lundi 16 novembre, des élèves eux-mêmes font des expositions au CDI. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? C'est une question majeure pour les élèves. Dans les écoles du premier degré, l'observation à la minute de silence est midi. À midi, on est à la cantine. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est toutes ces petites choses-là concrètes qui priment dans les modalités du deuil. La question du concernement, bon, donc c'est la question que pose Jérôme Truc, d'être dans un sentiment de proximité avec les victimes. Janvier 2015, sur la question du concernement, a plutôt cristallisé et clivé le monde scolaire. On oublie souvent de dire que quand il y a eu des incidents, il y avait des fois des débats entre les élèves. C'est-à-dire que les élèves n'étaient pas forcément d'accord entre eux. L'enseignant était aussi face à ça. Les désaccords qu'il y a pu y avoir par rapport à Charlie Hebdo, en novembre, il n'y a rien de tout ça. Il y a eu unanimité dans le deuil. Il y a un partage émotionnel de la part des élèves, de la part des enseignants, et même dans certains établissements, donc je pense à un établissement lycée professionnel à Paris, où pour les acteurs adultes, c'est presque une réparation, donc avec les désaccords, avec des difficultés justement à trouver une unanimité, puisque les enseignants arrivaient chargés d'affect et d'émotion. On a aussi des témoignages d'élèves qui s'écroulent en disant « j'ai ma tante qui a été tuée au Bataclan, ou mon oncle, ou un proche de ma famille ». Et en fait, après vérification, c'est pas le cas. J'ai trouvé ça sur 3 lycées, plutôt des élèves en seconde, plutôt en lycée professionnel, plutôt avec des élèves en situation de fragilité psychologique. Le 13 novembre, c'est comment recevoir la parole des élèves. C'est vraiment la demande de l'institution, mais c'est aussi le réflexe, je dirais, de beaucoup d'enseignants. C'est pour ça que j'ai parlé presque de la classe comme une cellule d'écoute psychologique. Après janvier, ce qui m'a semblé intéressant, c'est l'idée qu'après janvier, on ouvre l'école aux journalistes, ouvrir l'école à des associations. Bon, c'est aussi la réserve citoyenne, évidemment. Et la mise en récit de l'après-novembre, c'est « nous sommes tous des victimes possibles ». L'école est une cible des terroristes. En tout cas, l'un des effets majeurs des attentats du 13 novembre aujourd'hui en milieu scolaire, ce sont ces fameux exercices de sécurité, attentat-intrusion. Maintenant, on parle d'intrusion, on ne parle plus attentat-intrusion.